30 minutes pour le point de l'actualité au Bénin et en Afrique et dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans le VSD Live. Dans un instant, le journal, le point de l'actualité nationale avec Aristide Kanoussou, le condensé de l'actualité avec Spiro Ossino. Quant au dossier du jour, on y parle des rites aux jumeaux, les jumeaux étant particulièrement célèbres en Afrique au sud du Sahara. Sans plus tarder, installons Aristide Kanoussou pour la première rubrique de ce magazine. Et on démarre bien évidemment cette première rubrique avec Aristide Kanoussou qui est déjà en plateau. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir Léonard Claude Sonépon, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez le plateau. Merci. Dernier hommage à Feu Bilikissou Ali Massifa au siège de la HAC à Cotonou. On va faire le point dans un court instant. Journée mondiale de l'Afrique coïncidant avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Eh bien, le point à suivre. À peine commencé que la pluie fait des mécontents, les rues et voies du quartier de Togudo dans la commune d'Abomey-Calavi inondées. Un constat à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette première rubrique de votre magazine d'information VSD Live sur GovTV Africa. La Pentecôte est donc l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté liée à la mort et la résurrection du Christ. Quelques pasteurs, prophètes et évangélistes approchés par Ulrich Charles Assogbakwe font un rappel de l'origine, le sens et l'importance de cette fête pour la communauté chrétienne. Suivez plutôt. Vous avez dans chaque religion, il y a toujours un esprit qui contrôle les hommes et les femmes qui s'y sont adhérés. Et dans le monde évangélique, nous avons le Saint-Esprit, une promesse de la part de Jésus-Christ de Nazareth pour son peuple, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions pas y arriver. C'est un esprit. Lorsque vous faites l'expérience de son effusion, tu ne peux plus être la même personne. Et il a dit, moi je m'en vais vers le Père, mais je vais vous envoyer l'Esprit. Vous allez m'attendre et l'Esprit va venir. Effectivement, le jour de la Pentecôte, le jour de la descente, ils ont reçu l'Esprit vraiment. Et quand ils ont reçu l'Esprit, quelque chose de surnaturel a commencé par se passer dans leur vie. Et vous allez voir que lorsque l'Esprit est rentré au milieu des hommes, les hommes sont devenus une autre personne. Ça, c'est la fête de la nouvelle naissance, une nouvelle créature. À chaque Pentecôte, les gens parlent de l'Esprit en rappel de ce qui s'était passé dans le temps de Jésus. Et ils doivent savoir que c'est encore de l'actualité. Ça continue de descendre sur nous. C'est à partir de l'esprit là que vous voyez aujourd'hui que les pasteurs peuvent prophétiser, les pasteurs peuvent bien prêcher, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle où les gens peuvent être dans de bonnes conditions. Sans la plénitude de cet esprit, vous ne pouvez pas. Donc chaque année, il faut que chacun se rappelle qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Quelque chose de très important qui s'était passé et que nous devons savoir que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Cela veut dire que la confirmation de l'Église qu'il a promise a été faite le jour de la Pentecôte pour que le chrétien ne vive plus dans la peur, ne vive plus dans la crainte, mais qu'il soit éclairé, que la parole de Dieu lui soit communiquée par le Saint-Esprit, que la parole de Dieu puisse lui être rappelée par le Saint-Esprit. Il a un enseignant, il a un consolateur, il a un intercesseur, celui-là qui intercède en faveur du chrétien auprès du Père, c'est bien le Saint-Esprit. Donc, l'Église qui a commencé
part, cette effusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte a permis aux apôtres d'être de vrais représentants du Christ, les ambassadeurs du Christ. Et c'est ce qui a fait qu'à Antioche, des miracles semblables à ceux que Christ accomplissait se sont accomplis. Et c'est ainsi que les gens pourront témoigner comme quoi ceux-ci ne sont plus des gens ordinaires, mais c'est de petits Christ. Donc le jour de Pentecôte, c'est ce qui nous rappelle la puissance du Saint-Esprit sur tout ce qui est chair et sang et qui permet de vivre la plénitude de l'Église en tant que force, puissance en marche contre les velléités, attaques et assauts de l'ennemi, en l'occurrence le diable. Le chrétien véritable, pas tous ceux qui vont à l'église, il ne faut pas se raconter des histoires. Le chrétien véritable, en esprit, en vérité, est l'équivalent du sorcier. Il est pour Dieu, pour l'esprit de Christ, pour le Saint-Esprit de Dieu, ce que la sorcière ou le sorcier sont pour la sorcellerie. Et c'est à la Pentecôte que ce baptême, cette effusion, cette descente, cette, je dirais, oui, infusion du Saint-Esprit sur les hommes qui disposent leur cœur a été manifestée. Donc, à chaque Pentecôte, de mon point de vue, nous célébrons, nous devons nous rappeler, et si nous n'avons pas déjà ce privilège, nous devons aspirer à ne pas être des hommes ordinaires, des hommes habités simplement de l'esprit du diable dont nous avons tous hérité, qui donc, comme toujours, sont conduits par le diable dans la dette, dans la mort, dans les accidents, dans le malheur, dans la pauvreté, mais mourir à cette ancienne nature-là, qui normalement doit se faire à Pâques, et à partir de ce moment-là, nous agissons en apparence comme des hommes ordinaires, mais avec la puissance de Dieu au travers de nous. Quand je parle, c'est l'Esprit qui parle. Quand je pense, c'est l'Esprit qui doit m'inspirer. Quand j'agis, quand je bénis, quand je prophétise, quand je guéris, c'est pas moi, c'est l'Esprit qui le fait. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Ce que je fais quand ils ont par exemple commencé à se moquer de lui, à dire qu'il agit par Belzébul, il dit, vous pouvez pécher contre moi, c'est pas grave. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, ça ne sera pas pardonné. Parce que l'Esprit qui agit au travers de moi, c'est le Saint-Esprit. Quand vous contestez mes actions, c'est les actions du Saint-Esprit que vous contestez. Le chrétien n'est qu'un Jésus, mais c'est toute personne, plus seulement Jésus, qui, acceptant de suivre Jésus, de prendre sa croix pour mourir à lui-même, suit Jésus sur le chemin consistant à ouvrir sa vie pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui et fasse de lui un sorcier de Dieu, afin que, autant les sorciers créent la destruction dans cette vie, en tant qu'enfant de Dieu, il manifeste la gloire, la joie, la paix, l'amour, la justice, la générosité et toutes ces choses que Dieu a envie de faire pour nous. Donc, l'homme chrétien véritable est un membre du corps de Christ. Et donc, si le corps de Christ est paresseux, si le corps de Christ est ignorant, si le corps de Christ est fainéant et ne bouge pas, Christ revient à être comme une personne qui a, comme un hémiplégique, une capacité extraordinaire, mais qui est paralysée. On va dire, ne bouge pas. C'est la faute de son corps. Aujourd'hui, les gens voient moins de miracles, les gens voient moins de sagesse, les gens voient moins la puissance de Dieu dans leur vie de tous les jours, parce que le corps de Christ, la communauté des gens qui sont pourtant remplis du Saint-Esprit, est un peu ignorante, est parfois paresseuse, et pour différentes raisons, ne fait pas son boulot. La Pentecôte nous rappelle tout cela, nous interpelle sur tout cela, et nous invite à nous ressaisir, afin, pour ceux qui ne l'ont pas encore, d'être remplis du Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont, de ne pas le laisser dormir, mais de le laisser agir au travers d'eux. De l'audiovisuel et de la communication a organisé une cérémonie d'hommage en mémoire de la feu Bilikissou Ali Machifa. Elle était conseillère, présidente de la commission des relations extérieures et de la coopération et deuxième rapporteur de la HAC. Les derniers hommages lui ont été rendus à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de l'autorité de régulation à Cotonou, ceci en présence des membres de la famille éplorée. Reportage. Précédemment conseillère, présidente de la Commission des relations extérieures et de la coopération et deuxième rapporteur de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, militante et membre fondatrice du parti politique Bloc républicain, Bilikissou Ali Machifa a reçu les derniers hommages de la nation ce vendredi. Membre du gouvernement, président des institutions de la République, collègues, amis et proches se sont déplacés pour lui témoigner toute leur reconnaissance pour le combat mené durant son séjour terrestre. Décédée dans l'après-midi du jeudi 18 mai dernier, celle dont le parcours force admiration et respect restera à jamais gravé dans les cœurs, à en croire les différents témoignages. Bien chère marraine, le 22 novembre 2019,
Quelques mois à peine après votre prise de service en tant que conseiller de la 6e mandature, nous, membres du bureau de l'Amicale des femmes de la RAC, étions venus vous voir pour vous faire part de notre volonté de vous choisir comme marraine de notre amicale. À aucun moment vous n'avez pensé refuser notre demande. Au contraire, vous avez dit être sensible à l'honneur qui vous était fait. Et depuis ce jour, commença une très belle aventure entre vous et toutes les femmes de l'institution. À qui nous conviez-vous, chère marraine? Vous êtes peut-être partie physiquement, mais vous restez à jamais dans nos cœurs et nous porterons avec nous dans chaque action que nous entreprendrons désormais pour l'épanouissement des femmes de la RAC. Maman Likisu, Inalila, Waïna, Rajim. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous nous retournons. Les différentes oraisons qui ont retracé le parcours et la vie de l'illustre disparu ont suffisamment exalté ses mérites et son humanisme. Pour beaucoup, elle était une bonne camarade, toujours prompte à apporter non seulement des solutions, mais aussi à sacrifier son temps et ses ressources. Ce n'est pas un hasard. C'est une des nombreuses associations qu'elle a créées pour concrétiser cet élan humaniste, s'appelle Réciprocité et Solidarité. Aujourd'hui, la RAC et tous les amis de la presse sont en deuil. Ils perdent l'un des leurs et non des moindres. Un grand serviteur de la nation pour la préservation et la défense de la liberté de la presse qui leur incombe à tous. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, Feu Bilikissou Ali Machifa a été reçu à titre exceptionnel dans l'Ordre national du Bénin. Une distinction datant de 2021 et dont elle n'a pu véritablement profiter en raison de son état de santé défaillant. Le groupe des ambassades africaines a commémoré la Journée mondiale de l'Afrique qui coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette célébration a été également l'occasion pour les ambassadeurs africains de fêter les 48 ans de la création de la CEDEAO et les 30 ans de son traité révisé. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Reportage. Le 25 mai marque la commémoration de deux importants événements, celui des 30 ans du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et des 60 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. C'est donc l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Au Bénin, le groupe des ambassades africaines, en coordination avec la représentation de la CEDEAO au Bénin, a convenu d'organiser cette cérémonie pour fêter le 48e anniversaire de la création de la CEDEAO et le 30e anniversaire de la signature à Cotonou du traité révisé de la CEDEAO. Ambassadeur Amadou Diong, représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes réunis ici pour célébrer la CEDEAO et l'Union africaine. En somme, l'intégration africaine. Est-il besoin de rappeler que la mystique de l'unité africaine, du panafricanisme, a toujours habité et abritera toujours l'âme de chaque Africain, de chaque génération du continent, comme de notre vaste diaspora. Cette mystique nous habitera toujours. À Addis Abeba, en ce jour de l'an 1963, le président Hubert Maga du Dahomey d'alors, à la tribune de l'Africa Hall, du célèbre Africa Hall que nous connaissons tous, martelait ce qui suit. Comblons les fossés, bien sûr les fossés entre nous, faisons circuler davantage entre nous, hommes, marchandises et capitaux. Renforçons de 1000 façons les liens qui nous unissent et peu à peu, le sentiment latent de l'appartenance à une même grande famille, nous deviendrons donc d'Alger au Cap, de Dakar à Nairobi, nous créerons quelque chose de si fort et si évident que l'union organique des différents États se réalisera alors d'elle-même. Fin de citation.
Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Le doyen du corps diplomatique et doyen du groupe des ambassades africaines près le Bénin évoque le sens de cette date du 25 mai. La date du 25 mai porte en elle un double pouvoir d'évocation. Sur le plan mémoriel, elle nous replonge dans la volonté des chefs d'État qui, dès les premières indépendances, ont pris conscience de la volonté de créer un espace de solidarité, de soutien et de partage. Au niveau géopolitique et institutionnel, cette date nous interroge, nous interpelle en permanence sur notre capacité individuelle et collective à construire cette Afrique tant rêvée par les pères fondateurs. Portant la voix de l'État béninois au lancement officiel de la semaine de la CEDEAO, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a fait savoir que le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine marque l'achèvement du combat politique pour la libération de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui un vaste champ d'espoir. Il suffit d'y croire et d'y travailler avec conviction et détermination. Une Afrique forte qui parle d'une seule voix, qui harmonise en son sein les divergences et qui parvient au consensus. C'est l'option commune faite par l'UA et la CEDEAO pour s'assurer de la qualité de l'héritage allégué à la jeunesse, à la postérité. En effet, préparer l'avenir avec sérénité revient à transmettre le flambeau à la jeune génération pour la relève de qualité. L'ensemble des activités, monsieur le représentant, que vous avez programmées durant toute la semaine témoignent bien la prise en compte de cette jeunesse qui doit être préparée pour la relève. Je voudrais, pour finir mon propos, saluer votre leadership, monsieur l'ambassadeur représentant de la CEDEAO, et réitérer les félicitations des autorités béninoises pour l'organisation de cet événement. Cette activité, qui s'est déroulée dans le jardin d'un hôtel de la place, a connu également la présence du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Sortons de cette sérénité protocolaire et de ce confort dans cet hôtel pour descendre dans quelques rues d'Abomey-Calavi. Eh bien, à peine commencé que la pluie fait des mécontents. Les rues et voies du quartier de Togoudo dans la commune d'Abomey-Calavi, disais-je, inondées, sont des exemples palpables. Malgré toutes ces années d'alerte et de dénonciation, le problème continue. La population appelle de nouveau à l'aide des autorités. Suivez. L'image est patente. Des rues inondées, des citoyens obligés de traverser ces lacs. La saison pluvieuse a laissé place à des voies impraticables, que ce soit dans la ville de Cotonou ou à Abomey-Calavi. Les populations s'en désolent. Il pleut là. Il y a tout le désordre. Les motos ne peuvent pas passer, même les piétons aussi ne peuvent pas passer. Donc, à tout moment, bon, on dit qu'on peut aller voir le président qui est en cours, tout ça là. Les gens racontent beaucoup de choses. Quand il pleut, c'est difficile d'accès, on n'arrive pas vraiment à passer. Il faut tourner, il faut dévier, je veux dire, pour aller contourner, ce qui perd le temps. Et si tu risques de passer, c'est que après tu constates des problèmes après sur le véhicule, ou si du moins tu es à moto, c'est suffisamment impossible de passer. Ouais, comme ça, je peux dire que ça fait plus de 7 à 10 ans maintenant. Je se plains dans le quartier. Et tout à l'heure, exprès, je partais quelque part et c'est justement à cause de l'inondation de la voie que j'étais obligé de me retourner. La voie n'est pas du tout favorable pour qu'on passe. Pas du tout. Tout le monde se plaint. Toujours des difficultés. Moi-même, quand j'ai pris par là tout à l'heure, j'ai failli tomber dans l'eau. Si c'est pas que j'avais un peu d'équilibre, je serais à terre dans l'eau. Vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Tout le monde se plaint. J'en ai vu aussi parfois. Ça fait 3 jours par là, j'ai vu des gens qui sont tombés dans l'eau. Tout le monde se plaint. Il y en a qui tombent. Les habitants du quartier de Togoudo, dans la commune d'Abomey-Calavi, appellent à l'aide. Toutes les situations sont dans les mains des autorités. Mais ce que moi je veux,
Dès ce matin, dès aujourd'hui, il faut commencer par dire aux sociétés, de dire qu'il y a certains lieux ici que ça ne va pas. Que ça ne va pas du tout. Quelque chose à dire aux autorités, c'est de véritablement essayer de voir dans quel état vit leur population. Parce que c'est ça, il faut vraiment en premier lieu constater quelles sont les difficultés de la population. Parce qu'il n'y a pas que celle-ci, il y a plusieurs voies qui sont dans le même état et qui causent suffisamment de difficultés à la population. Et donc nous voudrons d'abord, si j'ai quelque chose à demander aux autorités, je vais leur demander d'essayer de détecter les difficultés auxquelles leur population sont confrontées. Et deuxième, essayer au maximum, autant qu'ils le peuvent, de régler des problèmes surtout liés aux rues, voilà, ou à l'état des rues, pour nous permettre de pouvoir circuler librement dans le pays, puisque nous payons les impôts. Voilà. Merci. En dépit de toutes les promesses des autorités, afin d'endiguer ce phénomène, l'inondation continue de rendre la vie dure aux populations. Madame, Monsieur, merci donc d'avoir suivi cette première rubrique. Vous le savez, le journal s'achève ainsi grâce à Orience Romao à la réalisation et Narcisse Bono à la diffusion. Vous avez pu suivre donc cette première étape, mais toujours grâce à cette équipe, ce magazine d'information va se poursuivre avec Léonard Coldet-Sonépon. Bonne continuation à vous, Léonard. Merci à Aristide Canosso pour ce point de l'actualité que vous venez donc de nous faire. Sans plus tarder, bien évidemment, on va amorcer un autre virage donc de ce VSD Live et c'est bien évidemment le condensé de l'actualité avec Spiro Ossino. Plusieurs sujets ont meublé l'actualité cette semaine. Lundi dernier, les acteurs de la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines étaient en atelier. Objectif, faire le point des capitalisations et noter les goulots d'étranglement pour de meilleures perspectives. Les travaux étaient présidés par Dossa Guémon, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Il y avait la promotion des filières vivrières, notamment le maïs, le riz, et les cultures maraîchères, le poisson. Et comme vous le savez, ce sont des produits d'importance stratégique pour l'alimentation au niveau donc de la population béninoise, mais aussi pour la sous-région, puisque aujourd'hui, le Bénin est devenu un couloir très sollicité par les pays de l'interbande, mais aussi le Nigeria à côté, notamment concernant le riz, pour donc leur alimentation. Ensuite, c'est l'insertion des jeunes, qui est une problématique majeure pour nous tous. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement la relève de demain, mais c'est aussi cet entrepreneuriat agricole dont on parle qui ne peut se faire sans ces jeunes-là, qui ont de nouvelles idées, qui ont la maîtrise de nouveaux outils et qui peuvent nous permettre donc de faire des bons qualitatifs en termes de performance donc, de notre secteur agricole. Bientôt, les examens de fin d'année. Dans les établissements, les apprenants ont du mal à assimiler les mathématiques. Une bête noire pour ces élèves qui pourtant reçoivent des cours en bonne et due forme. C'est un sujet qui nous taraude l'esprit depuis toujours. Et les enfants ne s'intéressent vraiment pas aux maths. Et c'est vraiment un souci de tout le monde aujourd'hui. Vous prenez une classe de 50, c'est difficilement vous avez 5 qui s'intéressent aux mathématiques. Encore que là aussi, il y a des problèmes. Disons déjà, les enfants ont un manque de volonté à aller vers les sciences. Premièrement, ils ont un manque de volonté, manque de volonté pour aller vers les sciences. Et ils se disent déjà, même avant de s'approcher, que c'est difficile. Donc ça, c'est un facteur très déterminant par rapport à ce désintéressement auquel nous assistons. À Pobé, dans le département du Plateau, la ministre du Travail et de la Fonction publique a poursuivi la campagne de sensibilisation contre les pires formes de travail aux enfants. L'exploitation de ces enfants engendre des impacts tant sur leur sécurité
que sur leur santé. En dépit des efforts du gouvernement et malgré les appels incessants lancés aux populations lors des séances de sensibilisation organisées ça et là, la situation ne s'améliore pas à la hauteur des attentes. Le département du Plateau figure malheureusement parmi les régions de notre pays qui résistent encore au recul du phénomène. Une telle situation ne peut laisser indifférents les responsables en charge de la protection des enfants dans notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de saisir l'occasion de ce lancement pour faire personnellement le déplacement à Pobé dans le but de mobiliser tous les acteurs du département dans l'organisation et la réussite de la campagne. Les acteurs du secteur privé ainsi que des organisations de la société civile du Bénin en atelier de restitution et de validation du système national de passation des marchés publics par la méthode MAPS2. La rencontre est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics. Dans la démarche visant l'utilisation de cet outil, il y a, faut-il donc le rappeler, l'obligation de faire approuver tous les livrables par le secrétariat MAPS, dont la mission est de 1. Donner les conseils aux équipes pays pour la planification et la gestion d'une évaluation MAPS 2. 2. Examiner la qualité des notes conceptuelles et des termes de référence pour les évaluations MAPS. 3. Donner des conseils aux équipes d'évaluation MAPS sur la méthodologie MAPS 2. Signature de protocole d'accord entre le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin et les communes du Bénin. La cérémonie a eu lieu mardi dernier en présence des préfets concernés, dont celui de l'Atlantique. Le département de l'Atlantique s'honore d'abriter cet heureux événement. La présente cérémonie constitue un socle pour le démarrage effectif des activités de ce projet majeur pour le gouvernement et la pacification des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Je réitère ici, au nom de tous mes collègues, d'accompagner la mise en œuvre réussie de ce projet et j'invite par la même occasion les acteurs communaux et locaux à faire montre de disponibilité pour la délivrance des ADC en vue de l'atteinte des objectifs. Le porte-parole du gouvernement a présenté mercredi le compte-rendu du Conseil des ministres. Il a également évoqué la convocation des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatiques en poste à l'étranger. Wilfried Léandre Moumbedi. Le président de la République a effectivement rappelé les ambassadeurs du Bénin dans le monde pour consultation. Mais en fait, il s'agit pour lui de les rassembler ici à Cotonou, d'organiser ce qui s'appelle dans la pratique de ce milieu-là une conférence diplomatique. C'est une séance d'échange avec les acteurs donc, de la diplomatie béninoise à l'extérieur, nos représentants, faire le point avec eux de l'état de la diplomatie béninoise dans le monde, ajuster ce qu'il faut ajuster, leur faire des orientations nouvelles afin que l'image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où nous sommes, dans les relations bilatérales comme multilatérales. Et puis, les promoteurs des chaînes de télévision privées au Bénin, reçus par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le but de la rencontre est de présenter à l'organe de régulation des médias les difficultés du secteur. Il y a actuellement un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes. Et l'Association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers et pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur le terrain puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Bon week-end.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était bien évidemment le condensé de l'actualité avec Spero Aussino, bien évidemment. On enchaîne avec cette fois-ci le dossier du jour qui est une présentation de Ulrich Assogbagbe. Je vous l'annonçais bien évidemment en titre en vous disant que nous allons parler aujourd'hui des jumeaux. La naissance donc des jumeaux dans les familles africaines suscite sentiments et émotions d'une ethnie à une autre, pendant que certains leur vouent une adoration sans borne, estimant qu'ils sont le fruit d'une bénédiction. D'autres vont plus loin en les considérant comme des demi-dieux. C'est le cas, par exemple, au Bénin, où les jumeaux sont vénérés. Mais leur arrivée constitue à la fois joie et sacrifice pour leurs géniteurs qui doivent respecter un certain nombre d'interdits et sacrifier aux différents rites. C'est la substance de ce reportage. Le panthéon vaudou au Bénin offre une pluralité d'esprits divinisés et hiérarchisés, dont les esprits majeurs sont le Rebioso, le Sakbata, le Don, le Gou, le Tolegba, et j'en passe. Au rang de ces divinités, on en retrouve une de spéciale et particulière qu'on appelle le Rojo, ou la divinité des jumeaux. Étymologie au Bénin, notamment dans le sud, les jumeaux sont classés au rang des divinités. Chez nous au Bénin, les jumeaux existent. Les jumeaux, c'est une grande fétiche. Et les jumeaux n'ont pas un roi, ni un dignitaire. Ils sont arrivés par Dieu. C'est le Dieu même qui les a envoyés. Il y a 3, il y a 2, il y a 1 même. Il existe donc plusieurs types de jumeaux dont les gardiens de la tradition et surtout les géniteurs de jumeaux maîtrisent les noms et particularités. Élise Bounou fait partie depuis peu de ce cercle. Elle a eu la grâce de faire récemment des jumeaux et des jumeaux qui ne naissent pas n'importe comment. Mon père n'a jamais fait des jumeaux, ni mes frères. Je suis la Benjamin de mon père. Et ce sont mes premiers enfants. J'ai fait 2 enfants à la fois. Chez les Rovi, là, j'ai fait 4 enfants ensemble. Parce qu'ils sont 2, ils sont des Rovi. Et une fille et un garçon. Fille là, elle s'appelle Agossi. Garçon là, il s'appelle Ouensou. Ensemble, ça fait 4 enfants. Genre, ils sont déjà 2. Ça fait Arovi 2, Arovi 2. Agossi là, ça Agossou. Ouensou là, ça Ouensi. Ça fait 4 enfants ensemble. La naissance d'un jumeau dans une famille n'est jamais le fait du hasard. Dans les considérations sociologiques, les jumeaux qui naissent ont toujours un message à apporter. Il peut s'agir d'un message de paix, de bonheur, de joie ou même parfois d'une alerte. Le Fa est l'oracle qui permet d'interroger les jumeaux et de comprendre les tenants et aboutissants de leur venue, où et qui doit exécuter leur rituel. Des jumeaux est nécessaire et obligatoire à le faire. Pourquoi? Ça, c'est enregistré et on appelle ça Djawamo. On fait la cérémonie des jumeaux comme la cérémonie des cuites endogènes. Vous voyez un peu. Quand tu as fait les jumeaux, tu dois obligatoirement aller consulter d'abord le Fa. Même si tu es chrétien, il faut aller consulter le Fa. Ah, j'ai fait jumeaux. Comment je peux vivre avec eux? Pour les trouver, pour qu'ils restent avec moi, comment je peux faire? Là, on va te faire sortir. Ce n'est pas le charlatan qui veut te parler, c'est les jumeaux même qui parlent. Moi, quand je fais le jumeau, je suis allé consulter plus de 3 parties. Je suis allé chez 3 charlatans. C'est la même chose. La consultation de l'oracle avant les rituels des jumeaux est donc une phase inévitable dans le processus. C'est aussi lui qui doit tracer une ligne directrice aux géniteurs, aussi bien les interdits que les obligations. Quand elle fait les jumeaux là, et il y a un rotor, il est venu, il a parlé, il a dit, je ne vais pas coucher avec mon mari ensemble. Je ne vais pas me coiffer, ni mettre pain dedans, ni tresser. Je ne vais pas manger ignam.
poulet, mouton. Et il y a un man, on s'appelle Tchayoui. Je ne vais pas manger. Pendant 9 mois. Les enfants, eux, là, ils ont décidé 9 mois. Il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, 6 mois. Mais eux, là, ils ont dit 9 mois. Bon, on n'a pas le choix. Moi, avec le père, on n'a pas le choix. On a essayé de rester là où les rotons nous ont dit de rester là. On a essayé de rester là. On ne peut pas rester ensemble. Non. Tout sauf ça. On ne peut pas manger ensemble. On ne peut pas dormir ensemble. Même si j'ai lavé les habits des enfants et j'ai cherché, même s'il pleut, il ne peut pas ramasser. Il va laisser ça là. C'est moi-même qui devrais venir ramasser les habits. Moi, on m'a interdit, les enfants m'ont interdit de ne pas baiser avec ma femme, de ne pas me coiffer, de ne pas aller au marché, de ne pas manger la viande de coq ni de mouton hors de la cérémonie. Donc c'est un peu ça ce que les charlatans m'ont dit. J'ai respecté et là où je suis, sans vous mentir, depuis le jour que j'ai fait, ça fait 3 semaines, j'ai fait la cérémonie, j'ai respecté ce que mes enfants m'ont demandé parce que moi je me suis arrivé 1 et ils étaient 2, c'est mes grands. Là je suis les petits. Je suis les papas mais ils sont mes grands. À moins d'1 an après la naissance de leurs jumeaux, Élise Bounou et son époux ont sacrifié au rite de leurs enfants jumeaux. Quand bien même le respect des interdits n'a pas été chose facile, ils témoignent ici que la naissance de leurs enfants jumeaux a amélioré leurs conditions, surtout financières. Pour aller et vivre longtemps dans ta vie, il faut respecter les ordres de la vie. Là où je suis, j'ai changé. Je n'étais pas comme ça. Je n'avais pas moto neuf dans ma vie. J'achète la moto, c'est la deuxième main. Mais quand j'ai fait mes jumeaux, là où je suis, même si je vous mens aujourd'hui que je vais acheter la voiture, 3 jours après, vous allez voir que mon mensonge est devenu la vérité parce que j'ai respecté les ordres de la cérémonie de mes enfants. Je suis tellement à l'aise et très content dans ma vie. Je suis dans l'autre joie, j'ai rentré dans l'autre vie parce que les enfants sont venus me sauver des difficultés de la vie. Avec les enfants là, tu ne vas pas jamais dormir en famille. Jamais dormir en famille. Si tu n'as pas, et vraiment tu n'as pas là, prends les jumeaux et sors. Tu vas manger fatigué. Tu vas trouver de l'argent fatigué. Ce que tu n'en penses même pas, tu vas tout trouver. Quoi qu'en soit la personne, c'est des jumeaux, viens, ils vont te donner de l'argent. C'est des jumeaux, viens, ils vont te donner de nourriture. C'est des jumeaux, viens. Tout, même paille. J'ai plein de paille là, ils m'ont donné. En dépit de la modernisation, beaucoup de pratiques culturelles et religieuses ont résisté au temps et sont parvenues aux générations actuelles. C'est le cas des rites des jumeaux, qui dans de nombreuses familles continuent d'être sacralisés et auxquels certains accordent encore une importance capitale. On amorce cette fois-ci un autre virage donc de ce VSD Live. L'interactualité, bien évidemment, avec le Nigeria, où le chef de l'État sortant a inauguré il y a quelques jours la méga raffinerie du milliardaire Aliko Dangote, laquelle veut répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Il s'agit de l'un des derniers grands événements tenus par Muhammadu Buhari en tant que président. Il va se retirer lundi avec un bilan marqué par l'explosion de la pauvreté et de l'insécurité au terme de 8 années à la tête du pays. Pour beaucoup de Nigérians, le président Muhammadu Buhari, qui quitte le pouvoir la semaine prochaine, laisse derrière lui une insécurité généralisée, plus de pauvreté et un pays plus endetté que lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2015. Numerous killings and there are no justices. De nombreux morts et il n'y a pas eu de justice pour tous ces gens qui sont morts. À Benue, dans l'état du plateau, dans tous ces endroits. Et c'est pourquoi les gens dans ces zones ont voté comme ils ont voté. Vous me comprenez ? Et parlant des infrastructures, il a dit qu'il a emprunté de l'argent, mais regardez le déficit que nous avons. Je pense que le président Buhari a fait de son mieux pour la nation et qu'il a introduit de nombreuses innovations
dans le pays. Le pays a beaucoup profité de ces innovations, même si nous avons encore un impact négatif sur l'économie. Mais pour moi, il a fait de son mieux. But for me, he tried his best. Ce général de l'armée nigériane à la retraite est devenu président après avoir remporté une élection historique qui a vu la défaite du sortant Goodluck Jonathan à cause de sa pauvre performance. Son arrivée au pouvoir avait suscité une vague d'optimisme que le changement était possible. Soutenu par une puissante coalition de partis politiques, il avait alors la réputation d'être un soldat capable de faire avancer les choses. La chance, c'est quelque chose de complexe. Vous parlez ici de choses négatives et positives, et jusqu'à présent, tout va bien. Je pense que nous avons connu beaucoup de chances dans le sens négatif, et c'est vraiment pourquoi tous les Nigérians bien intentionnés sont en colère. Les 2 mandats de 4 ans du président Buhari laissent beaucoup de Nigérians déçus, mais certains reconnaissent ses efforts dans la modernisation des infrastructures et les progrès réalisés dans la lutte contre Boko Haram et d'autres groupes extrémistes dans le nord-est, aidés par l'amélioration du matériel militaire des États-Unis. Moufouliat Fijabi, une militante passionnée des droits des femmes, estime que l'administration du président Buhari n'a pas fait assez pour la promotion de la femme au Nigeria. Je ne donnerai pas au président une note de passage sur le genre, en particulier en ce qui concerne l'inclusion des femmes, le leadership des femmes, la présence des femmes à la table de la prise de décision, parce qu'en commençant par son propre cabinet, il n'a pas reflété l'action positive de 35% pour les femmes. Alors pour moi, ce n'est pas une victoire. Alors que M. Buhari s'apprête à remettre le pouvoir au président élu Ahmed Bola Tinubu, la liste des attentes est longue. Tinubu a promis de s'appuyer sur le programme d'infrastructure publique du président Muhammadu Buhari pour créer des emplois. Il a aussi pris l'engagement de limiter les dépenses publiques. Direction la Turquie, où les électeurs voteront, bien évidemment, lors du second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est le favori après avoir remporté de justesse une victoire pure et simple au premier tour et obtenu une majorité au Parlement. Mais les analystes affirment que le challenger Kemal a une chance de réduire, bien évidemment, s'il peut galvaniser sa base électorale. Alors que le titulaire Recep Tayyip Erdogan a remporté une victoire surprise au premier tour, ainsi qu'une majorité des sièges au Parlement, l'élan politique, selon les analystes, s'est éloigné de Kemal Kılıçdaroğlu avant le second tour de dimanche. Erdogan apprécie évidemment les 49,5 qu'il a obtenus au premier tour, mais aussi la majorité parlementaire. Ce sont donc des très gros facteurs de motivation pour le second tour, ce qui fait de lui le vainqueur probable. Kılıçdaroğlu, d'autre part, essaie de motiver ses participants et d'accroître la mobilisation, mais en même temps d'atténuer les inquiétudes concernant ses politiques nationalistes, vous savez, de sécurité. Les 2 candidats au second tour présidentiel ciblent les électeurs nationalistes après la performance étonnamment forte du candidat nationaliste extrémiste Sinan Ogan au premier tour. Kılıçdaroğlu est probablement intéressé à attirer certains partisans de Sinan Ogan, des partisans du candidat tiers qui sont motivés par TikTok ou les médias sociaux et le nationalisme bien sûr. Donc il vacille un peu plus dans cette direction. Le problème est que ces choses sont dangereuses, surtout si vous effectuez ces ajustements et changements rapides à la dernière minute. Kılıçdaroğlu espère capitaliser sur les sentiments nationalistes et a, depuis le premier tour, souligné son engagement à expulser des millions de réfugiés syriens. Mais les analystes avertissent qu'une telle décision est risquée, étant donné que jusqu'à présent, son objectif était la réforme démocratique. Le gouvernement prône évidemment la cohérence, tandis que l'opposition prône l'équilibre. Souvent, dans le passé, nous avons vu que l'électorat turc choisit généralement la cohérence plutôt que la notion d'équilibre. Un autre défi pour Kılıçdaroğlu est que la coalition dirigée par le parti AKP d'Erdogan est sur le point d'obtenir la majorité absolue au Parlement, signe que les électeurs veulent maintenir le cap.
Les électeurs d'Erdogan se présentant en plus grand nombre que ceux de Kilicdaroglu dans leurs bastions respectifs, les chances de Kilicdaroglu dépendent désormais du nombre de ses partisans qu'il parviendra à faire voter dimanche. Moussa Faki Mahamat intervenait en Éthiopie à l'occasion de la journée mondiale rappelant la création de l'Organisation de l'Unité africaine fondée le 25 mai 1963 avant de devenir l'UA en 2002. Ils viennent de partout sur le continent africain. Le lieu de rencontre, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où une grande cérémonie devait marquer les 60 ans de l'Union africaine. Can we yet proclaim we are free? Pouvons-nous proclamer notre liberté alors que notre peuple est encore pris dans les raies de la pauvreté et que nos systèmes sont secoués par la corruption, l'incompétence et l'indifférence? Pouvons-nous encore revendiquer notre indépendance tout en cherchant, au-delà de nous-mêmes et de nos frontières continentales, la libération des défis auxquels nous sommes confrontés? Des défis, il n'en manque pas sur un continent miné par des conflits de toutes sortes, des problèmes de gouvernance, les effets néfastes du changement climatique, pour ne citer que cela. La coopération internationale demeure importante dans ce contexte, mais l'UA met en garde contre l'instrumentalisation alors que les grandes puissances veulent s'affirmer dans l'espace africain. Les conséquences de l'intensification de la lutte hégémonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique, recréant de ces faits une nouvelle version de la guerre froide, fort préjudiciable à l'efficacité du multilatéralisme dont dépend la paix et la sécurité mondiale. Moussa Faki Mahamat a salué les succès de l'OUA, mais aussi ses facteurs négatifs, surtout au niveau de la gouvernance. Même message du côté de l'actuel président de l'organisation régionale. Se multiplient ces dernières années les conflits inter- et intra-africains, mais aussi le terrorisme perdure. Et par conséquent, la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de notre continent sont menacés dans plusieurs de nos contrées. Un 60e anniversaire qui offre néanmoins l'occasion de vanter la grande capacité de résilience d'un continent faisant face à des difficultés de tous ordres. Justement, parlons de l'Afrique. Pendant de nombreuses décennies, l'Afrique a été pillée et dépouillée par les multinationales, les Occidentaux, notamment de manière violente et destructive. Le continent a été dépouillé de ses biens, surtout les richesses de son sous-sol, au détriment de la loi et des droits de propriété. Depuis la conquête de l'Afrique et durant la colonisation, beaucoup de richesses ont quitté le territoire africain, un fléau qui persiste encore aujourd'hui sous plusieurs formes grâce à la complicité des Occidentaux et certains dirigeants africains. C'est la substance de ce récit d'Ulrich Assogwakwe. L'Afrique est un continent riche en ressources qui sont des éléments vitaux pour le développement de l'économie des pays sous-développés. Cependant, elle subit le pillage de certaines multinationales étrangères qui, en toute impunité, cherchent par tous les moyens à s'accaparer les terres, les gisements de minerais, les sources d'énergie et de matières premières. Les États africains, n'ayant pas mis en place de politique efficace pour protéger le principe de concurrence saine, les dirigeants occidentaux usent souvent de leur pouvoir et leurs connexions afin d'évincer les concurrents locaux. Ce copinage conduit souvent à des situations de monopole, ou du moins des positions dominantes sur les différents marchés africains. Les marchés non réglementés constituent le véhicule privilégié d'extorsion tant financière que sociale. Pour exemple, l'absence de loi antitrust conjuguée à une protection anémique des consommateurs des pays africains aboutit à ce que seules 2 ou 3 grandes sociétés dominent les marchés de denrées comme le sel, le sucre, le lait, la farine, l'huile et le thé. Mieux, ces pilleurs contrôlent des ressources naturelles précieuses, notamment
dans les pays où existent de graves conflits. Selon une commission d'enquête mandatée par les Nations Unies, il a été révélé que les multinationales jouent un rôle dans les conflits armés en Afrique en général. C'est le cas en RDC par exemple, où elles soutiennent des groupes armés et profitent de la situation de guerre pour accéder aux matières premières à vil prix par les contrats léonins par lesquels tous les avantages leur sont attribués et par l'exploitation de sol et du sous-sol près des belligérants. Des hommes d'affaires tels que le Belge George Forrest et l'entrepreneur John Bredenkamp sont à cet effet cités dans un rapport publié par un panel d'experts de l'ONU comme étant impliqués dans le pillage de la RDC. Ainsi, la course au marché aux profits illicites pousse plusieurs multinationales à faire fi du respect des droits de propriété et de l'éthique du marché, qu'elles observent pourtant en dehors de l'Afrique, d'où la nécessité de comprendre la raison. Quand on parle du pillage de l'Afrique, on pense immédiatement, il est vrai, aux multinationales occidentales. Mais il ne faut pas oublier qu'il est pratiqué avec la bénédiction et la complicité des dirigeants africains. Ce soutien explicite ou implicite prend plusieurs formes. Violation des droits de propriété des communautés indigènes, le non-respect du principe d'appel d'offres transparent et équitable et l'instrumentalisation de la justice pour évincer des concurrents, pour ne citer que celle-là. Ces dirigeants, qui sont supposés défendre le peuple et protéger ses intérêts, n'hésitent pas à détourner les fonds publics. Ainsi, de mèche avec les multinationales pilleuses de ressources, les dirigeants africains signent des contrats aux conditions douteuses en échange de soutien politique, financier et militaire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. L'affaire Bolloré a permis de mettre en lumière un mécanisme dans lequel les chefs d'État guinéens et togolais auraient bénéficié de services sous-facturés d'une filiale du groupe Bolloré dans leurs différentes campagnes présidentielles. Cela en échange de marchés très juteux dans les ports. Quant aux médias, on observe un certain silence ou une certaine complicité via le verrouillage médiatique alors qu'ils ont le devoir de dire la vérité et d'éveiller les consciences. Malheureusement, les médias, pour la plupart, aussi dépendent de l'appui financier des annonceurs constitués des hommes d'affaires, politiques et des dirigeants africains qui influencent la presse avec le pouvoir financier du placement des annonces et qui bradent la suspension d'articles en guise de représailles contre la publicité négative. Les chaînes d'information, les quotidiens, l'essentiel des hebdomadaires de référence appartiennent à des dirigeants de firmes internationales. Ils contrôlent ainsi les médias et les exploitent pour soigner leurs images et continuer à travailler sereinement en Afrique. C'est le cas du groupe Bolloré qui s'était entouré des services de l'ex-rédacteur en chef du journal camerounais Le Messager. Somme toute, l'on s'aperçoit que le pillage des ressources de l'Afrique est une responsabilité partagée entre des multinationales occidentales, des dirigeants et médias africains. Dès lors, afin de juguler ce phénomène, il faudrait s'attaquer à tous les maillons de la chaîne pour espérer limiter les opportunités du pillage au détriment de l'intérêt des populations africaines. On parle à présent de relations bilatérales. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a visité le musée du Parti communiste chinois à Beijing. Le conservateur a accueilli Tshisekedi et son entourage et lui a fait visiter le musée. Le président a donc découvert les réalisations de la Chine au cours des décennies sous la direction du Parti communiste chinois. Tshisekedi a également découvert l'histoire et le développement du PCC ainsi que les réalisations du peuple chinois sous la direction du parti. Ouvert au public en juillet 2021, le musée est consacré à l'exposition de l'histoire du parti. Tshisekedi est arrivé à Beijing à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Il s'agit de la première visite de Tshisekedi en Chine et il y restera dans le pays jusqu'à lundi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déposé vendredi une gerbe au monument aux héros du peuple. Cette cérémonie solennelle rend hommage aux héros révolutionnaires chinois. Arrivé à Beijing mercredi, il restera dans le pays jusqu'à lundi. Le président Tshisekedi a visité jeudi le musée du Parti communiste chinois, où il a découvert les réalisations de la Chine au fil des décennies, ainsi que l'histoire et le développement du PCC.
Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le président Xi Jinping devrait s'entretenir avec le président Tshisekedi et ils assisteront à une cérémonie de signature de documents de coopération. Monsieur Tshisekedi rencontrera également d'autres hauts fonctionnaires chinois. En début de semaine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, s'est aussi rendu en Chine. Il s'est entretenu lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Les deux parties se sont engagées à promouvoir une coopération pragmatique et à renforcer la communication. La Chine et la République démocratique du Congo ont renforcé leurs liens bilatéraux. Les sociétés minières chinoises opérant en RDC œuvrent à renforcer la coopération culturelle entre les deux pays en formant les travailleurs congolais à la langue chinoise. Un cours de chinois commence dans la ville de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Les travailleurs congolais de la société Sicomine sont formés pour améliorer leur communication avec leur employeur chinois. Les experts chinois nous enseignent la langue chinoise et les opérations d'ingénierie de base. Cela m'a aidé à devenir un employé plus compétent. Ma femme et mes enfants sont très fiers de moi. Je suis très reconnaissant envers Sicomine et nos amis chinois. Je travaille pour Sicomine depuis 5 ans. J'ai de la chance de faire partie de ce projet avec mes collègues chinois. Mon souhait est que l'entreprise se développe pour que mes revenus augmentent également. La Chine est le premier partenaire commercial de la RDC. Elle importe des minerais congolais comme le cuivre et le cobalt et construit en contrepartie des routes, des chemins de fer et des hôpitaux. Selon le gouvernement chinois, le volume de leurs échanges commerciaux a dépassé 21 milliards de dollars en 2022. Le président chinois Xi Jinping a invité son homologue congolais à Beijing pour approfondir leurs relations. Nous pensons que c'est probablement l'occasion pour le gouvernement chinois et le gouvernement congolais d'avoir cette commission mixte qui examinera certaines questions en termes de climat des affaires pour les entreprises chinoises afin de trouver un meilleur environnement propice aux affaires. Mais aussi de notre côté pour s'assurer que la responsabilité sociale sera remplie pendant qu'elles font leurs affaires en RDC. Les programmes de développement et les programmes culturels que la Chine a mis en œuvre en RDC visent à promouvoir sa politique de coopération gagnant-gagnant. La Chine et la RDC ont normalisé leurs relations diplomatiques en 1972. Leurs relations commerciales se sont considérablement développées pendant le mandat de l'ancien président congolais Joseph Kabila. L'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, cherche à porter ses relations à un niveau supérieur en signant davantage d'accords commerciaux dans l'intérêt mutuel des deux pays. Le Conseil d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Qin Gang a rencontré à Beijing le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères Demeke. Les deux parties ont convenu de consolider les liens bilatéraux. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien Demeke Mekonnen à Beijing. Les deux parties ont convenu de consolider les liens bilatéraux. Qin Gang a déclaré que les deux pays constituaient un exemple de coopération gagnant-gagnant entre les pays en développement, ajoutant que la Chine était prête à renforcer son soutien à l'Éthiopie sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux et à ses préoccupations majeures. Il a également déclaré que la Chine soutenait fermement l'Éthiopie dans son développement pacifique et qu'elle l'aiderait dans ses efforts de reconstruction et de revitalisation. Monsieur Ting a remercié le gouvernement éthiopien d'avoir aidé la Chine à évacuer ses citoyens au Soudan depuis que le conflit a éclaté en avril. Pour sa part, Monsieur Demeke affirme qu'il soutiendra les intérêts fondamentaux de la Chine et consolidera l'amitié entre les deux parties. Il affirme que l'Éthiopie est prête à renforcer la coordination avec la Chine sur les questions régionales et à sauvegarder les principes fondamentaux des relations internationales. Les deux hommes ont également échangé leur point de vue sur la coopération entre la Chine et les pays africains. M. Ting a déclaré que la Chine considérait l'Afrique comme une priorité majeure dans sa coopération et M. Demeke a déclaré que la modernisation de la Chine encourageait l'Afrique à accélérer son développement indépendant.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi s'achève ce magazine VSD Live de ce jour, de ce 28 mai 2023. Ainsi se referment donc les portes de ce magazine. Prenez soin de vous et des gens autour de vous. Retrouvez la plus grande édition demain à 7h avec Ulrich Assogbakpe. D'ici là, prenez soin de vous et des gens autour de vous. Bonsoir.